Salut à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu d'actualité et plus précisément on va parler de l'inflation et quels sont les différents impacts. Alors on parlera d'abord des différents risques qui sont liés du coup à l'inflation, surtout en tant que personne pour protéger son épargne, etc. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai plus précisément des entreprises notamment sur lesquelles j'investis en bourse, le type d'entreprise sur lequel j'investis pour se protéger contre un scénario où il y a une forte inflation. Très bien, du coup je vous retrouve de suite sur l'écran. Alors, comme on le voit en France, on a eu une belle inflation de plus de 4,5% par rapport à l'année d'avant sur le mois de mars. Alors ça, c'est les chiffres donnés par l'INSEE. Et si on va voir aux États-Unis, on a eu plus de 8,5% d'augmentation d'une année sur l'autre, ce qui est encore plus considérable qu'en Europe. Et évidemment, ces chiffres, comme on en parlera un petit peu plus tard, je ne sais pas si vraiment on peut les prendre comme la vérité vraie, mais il n'empêche que je pense que si vous regardez au quotidien, vous constatez aussi beaucoup d'inflation dans la vie. Alors, je commencerai cette vidéo par, entre guillemets, une petite conclusion, qui est que l'inflation, les classes moyennes et les classes populaires, ce sont ceux qui en souffrent le plus, tout simplement parce qu'ils ont généralement pas d'actifs. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune aussi, j'en faisais partie, et d'ailleurs, j'en fais toujours partie, mais j'avais assez peu d'actifs, et du coup, maintenant, j'y travaille. À l'inverse, en général, on a beaucoup d'épargne, et puis on a toutes les mêmes dépenses courantes, c'est-à-dire la nourriture, l'essence, les loyers, et toutes ces choses-là, elles impactent plus les classes populaires et les classes moyennes, tout simplement parce que ça représente une plus grosse partie de notre budget par mois, et donc on a moins d'argent peut-être à investir ou à épargner par exemple. Et d'ailleurs, j'en souffre comme beaucoup d'autres et comme tout le monde. Il faut mettre de l'essence dans la voiture, il faut acheter la nourriture, etc. Et honnêtement, ce système, pour moi, il est assez écœurant parce que si on n'a pas, entre guillemets, les bonnes connaissances, etc., et ben, au final, on souffre énormément de l'inflation. Et au final, ce qui est assez dommage, c'est qu'avec un petit peu de connaissances, on peut assez facilement se protéger de l'inflation ou du moins en souffrir moins que les autres. Et c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos parce que honnêtement, c'est quelque chose qui me révolte que personne ne soit au courant, tout simplement parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Et si je peux essayer d'aider un petit peu les personnes à combattre ça en faisant des vidéos, et ben je le ferai. Alors après, évidemment, comme je vous le disais juste avant, quand on prend 4,5% ici et 8,5% aux États-Unis, je pense quand même que ces chiffres, ils sont à prendre avec des pincettes. Honnêtement, l'inflation, elle est difficile à calculer pour tout le monde, mais au final, si vous regardez autour de vous 5 minutes, et bien vous vous rendez compte que les prix augmentent énormément. Alors après, est-ce que c'est 4,5% ou plus? Moi, j'ai ma petite idée. Bon, je ne vais pas la partager ici, c'est polémique, mais voilà, soyons prudents sur les chiffres. Cependant, ça n'empêche que quand vous le constatez au quotidien, il faut essayer de s'en protéger, peu importe ce que disent les chiffres. Là, je vous ai sorti des articles juste simplement pour vous montrer que même les médias commencent à en parler alors que l'inflation, bah, ça fait très longtemps que c'est un problème. Bref, voilà, ça c'est un autre sujet, j'arrête là-dessus. Alors aussi un autre petit point que je voulais rappeler sur l'inflation, c'est que là on parle d'une forte inflation. Par contre, si on venait, entre guillemets, à avoir moins d'inflation, donc si vous commencez à entendre dans les médias l'inflation ralentit, c'est génial, etc., attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça veut juste dire que les prix vont monter moins vite que ce qu'ils ont monté les mois d'avant, mais ils vont continuer à monter. Dans le cas contraire, on va parler de déflation, c'est un tout autre sujet, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Cependant, attention, si on vous dit l'inflation ralentit, c'est génial, vous voyez, on a mis les bonnes actions en place, etc., tout va mieux. Non, 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 votre argent continue à perdre de l'argent, peut-être que 2-3% par an, mais il n'empêche que le problème est toujours là. Un monde déflationniste, c'est une toute autre histoire. Donc voilà, après je vous ai mis quelques autres articles aussi qui me poussent à dire qu'on ne va pas forcément avoir de la déflation de suite. Bon, on voit l'augmentation énorme des prix de l'essence, et d'ailleurs ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'on voit que selon votre mode de vie, vous ne subissez pas du tout de la même façon l'inflation. En effet, si vous avez une famille nombreuse, dans un bâtiment mal isolé, dans une maison mal isolée, peut-être à la campagne, dans des grandes surfaces, et qu'en plus vous prenez la voiture pour aller travailler, et ben l'inflation, je pense qu'elle n'est pas de 4,5% pour vous, je pense hélas qu'elle est beaucoup plus haute. De la même façon, on parle d'un sentiment général qu'il y a aujourd'hui dans la vie au quotidien, et honnêtement, je pense que ça ne va pas nous aider dans le futur, parce que les gens forcément ont cette impression de gagner moins qu'avant. D'ailleurs, moi je prends toujours l'exemple de par exemple une personne qui à l'époque aurait été un ingénieur dans les années 50, hein, peut-être l'époque de nos grands-parents, un ingénieur, un cadre supérieur, et ben à l'époque avec un salaire vous faisiez vivre toute une famille, peut-être 2, 3 enfants, vous aviez la voiture. Aujourd'hui, avec un salaire de cadre supérieur, ça va être très compliqué d'avoir une grosse maison avec un jardin, plusieurs enfants et de pouvoir vivre le même type de vie. Donc quand on nous dit que l'inflation est revenue mais qu'elle n'y a pas été pendant des années, moi je n'y crois pas du tout. Je pense bien au contraire que le système a vraiment
vraiment appauvri les classes moyennes. Et c'est aussi pour ça que je fais tout le temps ces vidéos, pour vous inciter à prendre vos actions en main. J'attends pas des politiques qui résolvent pour moi le problème. Bien au contraire, j'y travaille moi-même et je vais investir en conséquence pour préparer mon futur et j'invite tout le monde à faire de même. Et j'imagine d'ailleurs que si vous êtes sur cette chaîne, ce sont des actions que vous mettez aussi en place. Alors très bien, maintenant, si on regarde une telle inflation, on va avoir une des principales choses que peuvent faire les États, c'est en fait d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc s'ils remontent les taux d'intérêt, ils vont les remonter peut-être de 0,25%, 0,5% aux États-Unis pour monter peut-être à 2, 2,5%. Par contre, en Europe, ils vont peut-être même pas les augmenter. Et je tiens à dire qu'au final, eh bien, vous avez toujours des taux d'intérêt réels négatifs. C'est-à-dire que avec une inflation à 7-8%, même si on vous donne 2% sur un livret ou si vous avez 2,5% de taux, eh bien, il vaut toujours mieux emprunter de l'argent à 2% pour le mettre sur des actifs où il y a une énorme inflation à 8%. Et donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on n'a toujours pas une incitation à faire ralentir l'inflation. C'est-à-dire que les gens vont arrêter de consommer quand ce sera plus rentable de mettre l'argent sur un livret et de l'économiser que d'aller le dépenser parce qu'ils perdent la valeur. Alors, ce que je vous dis ici, c'est très simplifié, mais globalement, derrière toute cette discussion, c'est l'idée, c'est que si on remonte les taux, eh bien l'argent coûte plus cher, donc ça vaut le coup de ne pas le dépenser puisque eh bien, on a des plus gros intérêts si on le met par exemple sur des obligations d'État. À l'inverse, s'il y a une forte inflation, que les prix montent, eh bien les entreprises vont gagner beaucoup plus d'argent et dans ce cas-là, eh bien, il vaut mieux investir que de garder l'argent sur le côté. Et donc si on consomme notre argent qui a perdu de la valeur, eh bien il y a plus d'offres, pardon, il y a plus de demandes que d'offres et donc les prix montent. C'est très bien ce qui s'est passé et d'ailleurs ça me fait marrer parce que depuis quelque temps on entend dire que ça y est, c'est grâce, enfin plutôt c'est à cause de l'augmentation des prix de l'énergie et puis de la nourriture qu'il y a de l'inflation. Je pense qu'il y a aussi un petit peu du fait qu'il y a énormément d'argent qui a été mis sur les marchés, qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu de l'argent sans avoir forcément à travailler, notamment aux États-Unis. Il y a eu aussi beaucoup d'aides sur les entreprises, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'argent à dépenser, et donc forcément, ça fait augmenter la demande et ça fait augmenter les prix. Évidemment, c'est que mon avis, et c'est certainement pas toute l'histoire. Je dénigre pas du tout le fait qu'il y ait des problèmes sur l'essence, eh bien, ça fait augmenter l'inflation, mais je pense que c'est bien facile de se protéger derrière cette excuse et d'effacer tout le reste qui a été fait auparavant. Et par contre, ce qu'on ne vous dit pas du tout, c'est que s'il y a de l'inflation, eh bien c'est super pour les dettes des États. Alors je vous rassure, ils le savent, mais ils n'en parleront pas. Mais la réalité, c'est que si votre argent, eh bien, il perd de la valeur, votre dette, elle va être plus simple à rembourser. Et donc, bon, la rembourser, c'est une autre histoire, mais du moins, on va pouvoir réemprunter plus, puisque vu qu'on va avoir un PIB plus élevé, un GDP plus élevé, eh bien ça veut dire que notre dette va paraître plus basse en termes de pourcentage par rapport à ce qu'on produit dans le pays, et c'est normal puisqu'on produit toujours en euros et l'euro vaut moins, donc les prix augmentent, donc on va produire plus, et donc la dette va baisser artificiellement. En fait, on ne l'a pas remboursée, c'est juste qu'à cause de l'inflation, la dette a baissé. Et ça, les États, ils n'en parlent pas beaucoup, mais c'est excellent pour eux. Alors ensuite, dans les autres choses qui pourraient faire continuer l'inflation, ou pas d'ailleurs, ça j'ai aucune idée si elle va accélérer ou ralentir, ça honnêtement personne ne le sait, mais on sait qu'il se passe pas mal de choses en Chine en ce moment. On connaît encore avec mon épouse beaucoup de personnes à Shanghai, et actuellement ils sont dans un énorme confinement, pardon, je me reprends. Et du coup, il y a tout qui est fermé, les usines sont fermées, tout le monde à la maison depuis plus de 10 jours. Donc forcément, ça va remettre des problèmes dans les supply chains. Il ne faut pas oublier qu'à Shanghai, vous avez énormément de très très grosses usines comme celle de Tesla. Vous avez les usines notamment d'Apple pour certains produits. Donc vous avez beaucoup d'industries et vous avez un énorme port à Shanghai du côté de Pudong. Aussi un autre point que je tiens à préciser, et ça on verra comment ça se passe, c'est l'inflation sur les personnes qui ne travaillent plus. Parce qu'en effet, en France, eh bien, les retraites, s'ils ne les augmentent pas, les personnes vont avoir beaucoup de mal à vivre au quotidien avec l'inflation. Et aux États-Unis, les personnes qui se font leur retraite eux-mêmes, eh bien, s'ils n'ont pas investi sur les bons actifs ou si, par exemple, ils sont en obligation, et on sait très bien que les obligations ne suivent pas du tout le taux de l'inflation, eh bien, dans ce cas, ils sont en train de perdre énormément de pouvoir d'achat et ça va créer des gros problèmes sur les personnes qui ne sont pas actives. Si vous êtes actif, vous allez pouvoir négocier peut-être des augmentations de salaire, changer de travail, mais si vous avez 70 ans et que vous vivez avec votre argent que vous avez mis sur le S&P 500 toute votre vie comme aux États-Unis, eh bien si vous n'avez pas mis assez, vous pouvez facilement vous retrouver dans des grosses difficultés. Alors, le dernier point sur lequel je reviendrai, c'est l'impact sur l'immobilier. Alors, si les taux d'intérêt remontent, eh bien forcément on pourra emprunter moins d'argent. Ça, c'est surtout vrai pour moi aux États-Unis. Je dirais que c'est un peu moins vrai en France tout simplement parce que on n'a pas encore annoncé de remontée des taux et honnêtement je ne sais pas si ça va arriver. J'ai l'impression que la Banque Centrale Européenne attend d'espérer que l'inflation se calme avant de les remonter ou peut-être de jamais les remonter parce que c'est pas du tout la même situation en termes d'endettement des États donc c'est beaucoup plus compliqué et en plus en Europe il faut que tout le monde se mette d'accord donc bon il y a beaucoup de politique là-dedans. Mais au final donc je pense que sur l'immobilier
En France notamment, je ne suis pas trop inquiet parce qu'on sait très bien qu'il y a des gros problèmes sur les permis de construire. Il y a assez peu de biens, il y a assez peu de biens en bon état à vendre, donc ben, les prix continuent à monter. Donc je pourrais voir un ralentissement mais non pas un crack. Aux États-Unis, je suis beaucoup moins expert. Cependant, du peu que j'ai lu sur les articles, etc., il commence à avoir des ralentissements sur l'immobilier. Alors après, par contre, je vous rassure, ici on parle de court terme. Sur le très long terme, je pense personnellement que l'immobilier reste un excellent placement comme les actions. Et d'ailleurs, ben, en parlant d'actions, ça va me permettre de passer sur ma deuxième partie. Donc maintenant, on va parler du type d'entreprise sur lequel j'investis encore plus qu'avant en ce moment, et à l'inverse, quel type d'entreprise sur lesquelles pour moi il faudrait être un petit peu plus prudent. Alors globalement, si on va voir un petit peu la liste d'actions que j'ai ici, on sait que sur les entreprises qui vont avoir le plus de mal en temps de récession, ça va être des entreprises qui ont entre guillemets des marges assez faibles et assez peu de cash flow. Tout simplement parce que si vous avez des grosses marges et en plus beaucoup d'argent qui rentre, donc l'exemple typique Apple, Google, les grosses GAFA, eh bien ça va être assez facile pour vous de passer l'inflation parce qu'au pire vous allez pouvoir rogner un petit peu vos marges. Vous avez aussi énormément d'argent dans vos bilans comptables ou tout simplement vous avez du cash. Vous avez généralement aussi pas trop de dettes et donc bah, ça va être beaucoup plus simple de passer un moment difficile, voire même une récession. À l'inverse, si vous êtes une jeune start-up qui perd de l'argent, donc qui a besoin en permanence de se refinancer parce que vous brûlez du cash, parce que tout simplement eh ben, vous avez des revenus nets négatifs. Et si on rentre dans un moment de récession ou dans une difficulté, en plus avec de l'inflation et donc des salaires qui augmentent, des coûts qui augmentent, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver à un moment où vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez pas jouer sur les marges puisque de toute façon vous ne gagnez pas d'argent, donc votre marge nette elle est négative, votre marge brute elle ne doit pas être très haute. Et donc évidemment, dans des telles périodes, les entreprises beaucoup plus risquées, ce sont les entreprises donc généralement qui ne gagnent pas d'argent et donc qui ont des marges assez faibles. Très bien, donc maintenant si on parle du type d'action qui pour moi va avoir plus de facilité dans de telles périodes, bon bah, évidemment je pourrais vous citer Apple dans le haut de ma liste, vous auriez ensuite Adobe, pareil, très très forte marge, je vous ai fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps, donc c'est des entreprises qui auront assez de pricing power, donc qui seront capables d'ajuster leur prix tout simplement à la baisse ou à la hausse s'il y a de l'inflation et à la baisse en cas de récession. Donc ensuite, vous avez aussi toutes les entreprises qui ont des images de marque. Donc bon, une image de marque, on pourrait prendre Google, c'est pas vraiment une image de marque, mais tout le monde pense à Google et personne, je pense pas, en tout cas peu de personnes vont arrêter d'utiliser YouTube ou le système de recherche Google tout simplement si on a des difficultés dans l'économie. De la même façon, Amazon, ils ont un énorme pricing power, ils sont très bien capables de réduire leurs marges sur leurs commissions, etc. pour réussir à passer des moments difficiles. À l'inverse, par contre, voilà, vous avez d'autres entreprises qui pour moi vont beaucoup plus souffrir. Et donc en parlant d'entreprises plus risquées, bah, je peux vous citer par exemple Beyond Meat. C'est une entreprise sur laquelle j'ai investi pour le long terme parce que je crois dans l'idée qu'ils défendent, je crois dans les produits, j'ai testé leurs produits et ils sont très bien. Cependant, bah, c'est une entreprise qui perd de l'argent, donc c'est une entreprise qui brûle du cash chaque mois, et donc c'est une entreprise qui pourrait énormément souffrir de l'inflation, voire même qui sait faire faillite ou alors avoir à régénérer des actions, donc à diluer les actionnaires pour réussir à rentrer de l'argent pour survivre. Vous avez d'autres entreprises de ce type, on peut par exemple penser à Lemonade, pareil, c'est une entreprise dans l'assurance, dans les nouvelles assurances qui sont que sur les téléphones avec une application, etc. Mais c'est évidemment une entreprise qui ne gagne pas d'argent actuellement et qui va souffrir. Donc je peux vous en citer d'autres, on peut aller prendre par exemple Teladoc. Teladoc, pareil, j'ai investi dessus sur le très long terme. C'est une entreprise qui est dans la télémédecine, qui essaie d'apporter de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies pour trouver le bon médecin au bon endroit, pour accélérer les soins, pour trouver le meilleur chemin, entre guillemets, pour vous diriger en cas de problème de santé. Donc c'est une entreprise sur laquelle j'investis sur le très long terme, mais sur le court terme, eh bien, c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Et si les taux d'intérêt remontent, eh bien, ça va leur coûter plus cher de lever plus de dettes. Pareil, on pourrait avoir des personnes, hélas, aux États-Unis qui pourraient réduire leurs dépenses de santé s'ils sont en difficulté à cause de l'inflation et donc ils ont moins d'argent. Donc voilà, globalement, j'inviterai tout le monde à être prudent sur les entreprises qui pourraient avoir des difficultés sur les prochaines années en termes de financement. Personnellement, j'en ai et ça représente une très petite partie de mon capital, de mon patrimoine tout simplement. Si je regarde de souvenirs, on est autour des 15-20% maximum de mon portefeuille actions, sachant qu'à côté de ça, j'ai mon portefeuille ETF, j'ai du cash, j'ai des cryptos, j'ai pas mal d'actifs, donc ça représente assez peu en termes de pourcentage de mon portefeuille et je prends le risque. Mais s'il vous plaît, enfin faites ce que vous voulez, mais évitez d'aller mettre 100% de votre argent sur une entreprise risquée que vous pouvez trouver rapidement
rapidement sur une vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je fais des vidéos sur lesquelles je me présente des actions risquées, eh bien je vous dis toujours attention, entreprise extrêmement risquée, mais mettez très peu de pourcentage. Mais voilà, n'allez peut-être pas mettre 50% de votre portefeuille sur une nouvelle action à la mode. Je me rappelle quand on avait eu Nicolas, quand on avait eu AMC, etc. Bon, ben voilà, c'est des entreprises très risquées. Je ne dis rien sur le fait que vous pouvez investir dessus, mais moi personnellement, j'irai pas mettre 20% de mon patrimoine dessus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc globalement, pour conclure, comme je vous le disais, personnellement, ben, je continue à investir. Je continue à mettre de l'argent tous les mois sur les ETF, les actions, les cryptos. Je suis actuellement aussi en recherche active d'immobilier pour un nouveau bien. Donc voilà, je continue à me battre au quotidien, à toujours essayer d'augmenter mes revenus et surtout à investir. J'ai assez peu d'argent en cash, entre guillemets, de côté. Je dois être autour des 15% de mon patrimoine en ce moment, donc j'ai réinvesti pas mal d'argent. Et j'ai fait ça tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de garder beaucoup plus d'argent que mon fonds de sécurité parce que l'argent perd beaucoup de valeur au quotidien. Attention, je ne suis pas non plus la personne qui va vous dire zéro cash, ne vendez pas vos actions all-in juste parce qu'il y a de l'inflation. Non, si vous pensez qu'il y a une bulle, si vous pensez que vous avez une action qui est trop chère, eh bien écoutez, il vaut peut-être mieux repasser un petit peu sur de l'argent liquide sur un compte, enfin sur du cash du coup, que d'avoir une action extrêmement risquée. Évidemment, gérez toujours vos risques, j'ai rien contre le cash, il faut en avoir, et d'ailleurs même moi j'en ai en ce moment plus que ce que j'aimerais, tout simplement parce que j'ai de l'immobilier sur lequel je travaille actuellement et que je recherche, et donc je dois garder un petit peu d'argent de côté au cas où on me demanderait un apport par exemple. Voilà, sur ce, bien écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et sur ce, bien écoutez, on se voit dans la prochaine vidéo.